Salut, les amis. Ici c'est Martin qui parle. Soutenez mon travail. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, donc assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. Les États-Unis et la France ont échoué en Arménie, l'Azerbaïdjan a obtenu ce qu'il voulait. Sujet numéro 2. Le désastre du Haut-Karabakh, mauvaise nouvelle pour Poutine ou préparation d'un coup en Arménie. Le leadership politique de l'Arménie, dirigé par Nikol Pachinian, a fait face à des difficultés significatives en raison de son inexpérience et de son opportunisme politique. En revanche, l'Azerbaïdjan, sous la direction d'Ilham Aliyev, a démontré une politique d'alliance dynamique et une plus grande expérience qui a bénéficié au pays. Dans ce contexte, il est évident que les partisans de la direction arménienne, en particulier les États-Unis et la France, ont perdu de leur influence. Pendant ce temps, l'Iran a maintenu sa position, bien qu'il n'ait pas réalisé de progrès significatifs. En plus de l'Azerbaïdjan, la Russie, la Turquie et Israël ont renforcé leur position dans la région. L'équation Aliyev-Pachinian, également connue sous le nom de Bakou-Ervan, a permis à l'Azerbaïdjan de récupérer des territoires qui étaient sous occupation arménienne en 2020 et d'obtenir une reconnaissance internationale du Haut-Karabakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Le cessez-le-feu annoncé le 20 septembre, après une opération militaire antiterroriste d'une journée, semble avoir assuré la dissolution des forces armées séparatistes dans la région de l'administration locale de la population arménienne au Karabakh, qui n'avait pas reconnu l'accord, et a mis sur la table l'agenda de l'intégration totale avec l'Azerbaïdjan. 3 erreurs de Pachinian. Pendant la crise du Karabakh, Pachinian a commis 3 erreurs significatives. La première a été de demander l'adhésion à la Cour pénale internationale, qui avait émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour sa participation à la guerre en Ukraine. Cette action a suscité un avertissement de Moscou quant à des conséquences très graves. Dans un contexte où la Russie protège même les frontières de l'Arménie, cette décision gouvernementale s'est révélée étonnamment maladroite et semblait destinée à plaire à l'administration américaine, sous la pression de la diaspora arménienne en vue des élections de 2024. La deuxième erreur a été la décision de Pachinian d'organiser un exercice militaire en Arménie avec les États-Unis du 11 au 20 septembre. Bien que l'exercice visait à coopérer sous l'égide de l'OTAN dans des opérations de maintien de la paix, il n'était pas dirigé par l'OTAN. De plus, Günther Föllinger, président du comité d'élargissement européen de l'OTAN, a plaidé en faveur de l'adhésion de l'Arménie à l'OTAN, ce qui a suscité une profonde préoccupation en Russie. Il n'a pas encore été clarifié si l'appel de Föllinger sera un sujet au sein de l'OTAN poussé par la Turquie. La troisième erreur a été le rejet par l'Arménie de la déclaration de la Croix-Rouge du 18 septembre, suggérant que le corridor Agdam-Ankandi-Stepanakert pour les Arméniens, assuré par l'Azerbaïdjan, pourrait également être utilisé pour les transports humanitaires vers le Haut-Karabakh en plus du corridor de Latchin. Cela a clairement montré que la motivation d'Erevan n'était pas humanitaire, mais politique, et que son objectif était de contrôler le corridor de Latchin. L'Iran, les États-Unis et la France. Le 19 septembre, des militants arméniens ont tué 4 policiers azerbaïdjanais avec une mine sur la route, ce qui a conduit l'Azerbaïdjan à lancer une opération militaire. La Turquie a été le premier pays à soutenir l'Azerbaïdjan. Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président Tayyip Erdogan a affirmé qu'il s'agissait d'une opération de sécurité à l'intérieur des frontières même de l'Azerbaïdjan, car le Haut-Karabakh est un territoire azerbaïdjanais, officiellement reconnu comme tel par l'Arménie en 2020. Il a souligné que la Turquie et l'Azerbaïdjan étaient 2 États mais une nation, et cela a été enregistré dans les procès-verbaux de l'Assemblée générale des Nations unies, peut-être pour la première fois. La France a été la première voix critique d'Azerbaïdjan. Le ministère des Affaires étrangères français a exhorté l'Azerbaïdjan à mettre immédiatement fin à l'opération, alléguant que cela mettait en danger la sécurité européenne. Avec les États-Unis, ils ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à l'opération. Cependant, 2 événements importants se sont produits pendant cette période. Tout d'abord, la Russie, qui avait des observateurs militaires au Haut-Karabakh, a annoncé qu'elle n'interviendrait pas dans le conflit. Cela a mis en colère les Arméniens, qui sont descendus dans les rues d'Erevan contre Pachinian. Deuxièmement, l'Iran a affirmé que l'Arménie avait informé que l'Azerbaïdjan se préparait à attaquer,
mais qu'elle avait contacté le gouvernement azéri et qu'on lui avait assuré que cela n'était pas vrai. Étant donné qu'environ un tiers de sa population sont des Turcs azerbaïdjanais, l'Iran ne souhaitait apparemment pas trop s'impliquer dans le conflit. Conséquence pour l'Arménie. Lors d'un appel téléphonique, Aliyev a dit au secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui lui demandait d'arrêter l'opération, que cela ne serait possible que si les militants arméniens rendaient leurs armes. En quelques heures, avant que le 20 septembre ne se lève au siège de l'ONU à New York, les agences de presse russes ont rapporté pour la première fois que les militants arméniens avaient rendu leurs armes, suivi de la déclaration du ministère de la Défense de l'Azerbaïdjan sur un cessez-le-feu. Le 21 septembre, les négociations ont commencé sur l'intégration complète de la région arménienne du Haut-Karabakh dans la ville d'Yevlak, en Azerbaïdjan. Il est possible que les États-Unis et la France aient pensé que la Russie ne pourrait pas faire face à l'Azerbaïdjan tandis qu'elle serait occupée par l'Ukraine, mais ils se sont trompés. Cette fois-ci, la Russie est restée passive et a frustré la direction arménienne, tandis que la Turquie a déclaré qu'elle soutiendrait militairement l'Azerbaïdjan, tout comme elle l'avait fait en 2020. Par hasard, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a soutenu l'Azerbaïdjan dans la guerre de 2020 comme un moyen de contrer l'Iran, s'est réuni avec le président Tayyip Erdogan à New York le 20 septembre, après de nombreuses années. Pachinian affirme que ce qui lui est arrivé était une tentative de coup d'État par des puissances étrangères, mais son avenir politique dépendra de s'il agit sous l'influence de la diaspora arménienne, qui a de l'influence sur la politique intérieure de pays comme les États-Unis et la France. Qu'en pensez-vous? Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Thème numéro 2. Le désastre du Nagorno-Karabakh, mauvaise nouvelle pour Poutine ou préparation d'un coup en Arménie. Les récents événements dans la région du Nagorno-Karabakh ont évolué à une vitesse stupéfiante, avec la reddition soudaine de l'enclave qui a dramatiquement modifié les dynamiques de pouvoir dans la région volatile du Caucase. Cela soulève des questions sur l'avenir d'une région qui a longtemps été sous l'influence russe. Dans cette analyse, nous examinerons les circonstances entourant la défaite rapide du Nagorno-Karabakh, le rôle de l'Arménie et de la Russie dans la crise, et les implications de ces développements sur le paysage géopolitique plus large. La reddition rapide. La victoire rapide de l'armée azerbaïdjanaise sur l'enclave arménienne du Nagorno-Karabakh, entraînant la reddition de la région séparatiste, a laissé les observateurs stupéfaits. Ce conflit, qui a duré près de 3 décennies et déclenché 2 guerres majeures en 1994 et 2020, s'est conclu en seulement 24 heures. La question immédiate qui se posait, comment expliquer une défaite aussi rapide? Une situation acculée. La réponse à cette question se trouve dans l'ensemble complexe de facteurs qui ont conduit à la reddition du Nagorno-Karabakh. Les Arméniens du Nagorno-Karabakh se sont retrouvés dans une position de plus en plus précaire à mesure que le conflit s'intensifiait. La décision de l'Arménie de ne pas intervenir a été un tournant crucial. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reconnu que l'intervention en faveur du Nagorno-Karabakh aurait risqué une guerre à grande échelle sur le territoire arménien, compte tenu de la supériorité de l'armée azerbaïdjanaise. Dans une tentative de sauver l'Arménie elle-même des ravages de la guerre, Pachinian a fait le choix douloureux de sacrifier le Nagorno-Karabakh. Le rôle de la Russie. La Russie, avec ses liens historiques et ses intérêts stratégiques dans la région, a joué un rôle crucial dans cette crise. La présence d'une base militaire russe en Arménie et environ 2000 soldats déployés dans la région du Nagorno-Karabakh, conformément à un accord de paix précédent, a fait de Moscou un acteur important du conflit. Cependant, la décision de la Russie de ne pas intervenir militairement, même en tant que force de maintien de la paix, soulève des questions quant à son engagement envers la région. Les facteurs possibles influençant la position de la Russie comprennent des calculs stratégiques et son implication continue en Ukraine. Cette passivité peut également être interprétée comme un signe du déclin de l'influence de Moscou dans la région du Caucase. Alors que d'autres puissances régionales, en particulier la Turquie, s'affirment, le rôle de la Russie dans le façonnement des événements dans le Caucase pourrait diminuer. La relation du Kremlin avec l'Arménie. Les actions du Kremlin pendant la crise du Nagorno-Karabakh ne peuvent être dissociées de sa relation complexe avec l'Arménie, en particulier son Premier ministre, Nikol Pachinian. Pachinian est arrivé au pouvoir en 2018 lors d'une révolution de couleur, un type de bouleversement politique que Vladimir Poutine a souvent critiqué. Son gouvernement a développé des relations amicales avec les pays occidentaux, ce qui n'a pas été bien accueilli par Moscou. Margaret Simonian, la directrice de la chaîne de propagande russe RT,
a exprimé publiquement le point de vue défavorable de la Russie envers Pachinian en le qualifiant de Judas chauve. Cela souligne non seulement la relation tendue entre les deux pays, mais suggère également l'hostilité du Kremlin envers le leader arménien. Ces dynamiques ont probablement influencé l'approche de la Russie face à la crise du Nagorno-Karabakh. Implications et perspectives futures. La reddition rapide du Nagorno-Karabakh a des implications significatives pour la région et au-delà. La résolution de ce conflit de longue date a redessiné la carte géopolitique du Caucase du Sud. La diminution de l'influence de l'Arménie et la position passive de la Russie indiquent un rééquilibrage du pouvoir dans la région. Une question clé est de savoir comment ce développement affectera la position de la Russie dans le Caucase du Sud et ses objectifs plus larges en matière de politique étrangère. La Russie cherchera-t-elle à réaffirmer son influence à la suite de ces événements, ou continuera-t-elle à se retirer de la région, permettant à d'autres acteurs de combler le vide? De plus, le sort du Nagorno-Karabakh lui-même reste incertain. Les termes de la reddition façonneront l'avenir de la région et la vie de ses habitants. Alors que la communauté internationale observe ces développements, elle doit prendre en compte les aspects humanitaires et politiques de la situation. En conclusion, la reddition rapide et inattendue du Nagorno-Karabakh soulève de nombreuses questions sur l'avenir de la région et le rôle des acteurs clés. La décision de l'Arménie de ne pas intervenir, associée à la passivité de la Russie et à sa relation complexe avec le Premier ministre arménien Pachinian, ont joué des rôles cruciaux dans le déroulement de cette crise. Alors que nous réfléchissons à ces développements, il est essentiel de prendre en compte les implications plus larges pour le Caucase du Sud et les dynamiques changeantes dans cette région géopolitiquement significative. Quelles sont vos réflexions sur cette situation et comment pensez-vous qu'elle impactera l'avenir du Caucase et le paysage international plus large? Partagez vos opinions dans la section des commentaires.